Bonjour, en tout cas, voilà, nous on est au rendez-vous, c'est les vacances encore ici, mais nous on s'est réveillés de bonne heure et on est là pour faire un live. Mouah. Donc je vous présente Miss Panda. Miss Panda, pourquoi elle a ce surnom? C'est parce qu'elle s'endormait partout sur mon dos, partout sur mes genoux, sur mon fauteuil de travail. Enfin voilà. Donc, du coup, Antoinette s'appelle Miss Panda. Voilà, quand je parle d'elle. Tu veux rester là avec moi? Oui? Bon, peut-être tu t'installes bien alors sur le fauteuil parce que là, tu me fais bouger. Tu t'assois? Tu t'assois comme ça Ouais, ah oui. Mets-toi sur le fauteuil là, sur le côté. Viens là, assis-toi là. Regarde. Lève-toi, assis-toi là. Voilà, et comme ça, tu es dessus. Voilà, ça te va? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai mis comme sujet la déclaration de naissance. Voilà. Mais avant de vous parler de la déclaration de naissance, je voudrais remercier tout le monde par rapport au téléchargement de l'e-book. Donc, vous avez été très très nombreux à télécharger l'e-book et vraiment, je suis très reconnaissante. Un grand grand merci, ça me fait très plaisir. Il a été très apprécié. Et j'ai eu plein de retours positifs, donc je suis ravie d'avoir fait cet e-book et que voilà, ça aide des futures mamans sur le sujet de l'accouchement sans péridurale et que ça continue puisqu'il est toujours téléchargeable sur le site projetdenaissance.com. Voilà. Deuxième chose pour laquelle je voulais tous vous remercier, c'était pour la dernière vidéo, le dernier live qu'on a fait lundi dernier avec Vanina sur l'accompagnement périnatal. Et là aussi, oui, t'es d'accord? Mais tu arrêtes de faire le singe. D'accord? Mais arrête de bouger tout le temps, d'accord? Ok, merci. Et donc, je disais, oui, cette dernière vidéo avec Vanina lundi dernier, donc elle a été aussi très appréciée. Donc, je vous remercie pour les retours positifs, les enthousiasmes, tout, voilà. Nous, on a été ravis de la faire. Moi, j'ai été même surprise en regardant à nouveau le début de ce live en me disant alors, qu'est-ce que ça donnait toutes les deux et tout ça, l'interaction, bref. Et du coup, je me suis laissée embarquer, j'ai revu toute la vidéo à 100%, les 40 minutes. Donc voilà, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Et évidemment, on a l'intention de recommencer. Donc voilà, on vous dit toutes les deux à très bientôt. Et voilà, on va être ravis de se retrouver pour d'autres sujets autour, évidemment, de l'accompagnement. Et puis même les sujets connexes, je ne sais pas. On n'a pas encore décidé, mais voilà, en tout cas, on a déjà le plaisir d'y penser. Donc voilà, plein de merci pour démarrer ce live parce que voilà, l'e-book, moi, ça a été aussi une vraie surprise. Donc c'était, enfin voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce succès et c'est vraiment super. Antoinette qui fait des mimiques. Donc voilà. Sur la déclaration de naissance, donc moi j'ai fait quelques recherches historique et puis aussi parce qu'il y a une actualité à ce sujet, c'est-à-dire que la déclaration de naissance se faisait dans les 3 jours jusqu'alors. Et puis dans le cadre de l'actualisation, de la modernisation de la loi du 21e siècle, ils ont dit ça comme ça, la déclaration de naissance se fait maintenant dans les 5 jours. Regarde, tu vois, Antoinette, il y a quelqu'un qui commente, c'est Éléonore qui dit « Oh, une Miss Panda », elle te dit « Bonjour ». Tu dis « Bonjour Éléonore ». Bonjour. Voilà. Oui, Éléonore, c'est les vacances, donc on a une Miss Panda qui a voulu être sur le live aujourd'hui. Et elle se regarde et elle bouge, voilà. Donc ça va vous faire une animation en plus de mon discours de ce matin. Donc je disais oui, la déclaration de naissance aujourd'hui et donc depuis novembre 2016, maintenant donne 5 jours pour faire la déclaration de naissance du bébé. Donc est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce que c'est... Voilà, en tout cas, dans le sens où ça laisse le temps de profiter de l'arrivée du bébé, d'être peut-être plus relax, plus dans le temps de la naissance, c'est pas mal, c'est une bonne chose. En tout cas,
La loi est telle que maintenant, depuis novembre 2016, on a 5 jours et c'est l'article 55 du Code civil. Voilà. Il faut savoir que le lieu de naissance qui sera écrit sur le livret de famille, c'est là où est sorti le placenta. C'est-à-dire que si une femme accouche, par exemple dans un taxi, c'est arrivé dans certains lieux, notamment dans une ville où j'habitais avant, à côté de Bordeaux, le lieu où est né l'enfant n'est pas forcément le lieu qui sera marqué par rapport au lieu de naissance. Voilà. Si le placenta sort une demi-heure plus tard et si la maman a été transportée, je ne sais pas, à l'hôpital proche, à ce moment-là, c'est le lieu où sera sorti le placenta qui sera le lieu de naissance. Donc il y a des parents qui sont un petit peu surpris par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qui fait la déclaration de naissance? Alors, je vous lis le texte directement. Ça fait des ombres, c'est bizarre. Oups, je vais me mettre plus bas. Alors, par le père ou à défaut, les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement. Alors, c'est vrai qu'autrefois, c'était le père qui allait faire la déclaration. Aujourd'hui, dans les maternités, il y a, je ne sais pas si c'est une convention, un consensus ou une pratique, je ne sais pas comment dire, mais les livrets de famille sont envoyés groupés. La sage-femme les envoie groupés ou l'officier d'état civil vient les chercher à l'hôpital, remplit le tout et puis on n'a plus qu'à signer après. Enfin, c'est plus la même... ça donne plus la même dimension en tout cas. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un mix... Enfin, dans le texte, c'est un peu bizarre parce qu'on voit... Jean-Claude, coucou Sophie, as-tu des références par rapport au placenta? J'ai pas cherché, je t'avoue. J'ai cherché d'autres choses dont je vais vous... Enfin, d'autres choses par rapport à l'historique, et je vais vous en parler après. Mais des références par rapport au placenta, non, j'ai pas. C'est pas mentionné dans le Code civil, en tout cas. Il n'y a pas d'informations là-dessus. Mais voilà, l'information vient de ce que je connais et de ce qui se fait aussi. Voilà. Donc effectivement, c'est une bonne question pour avoir les références précises. J'aime bien aussi avoir les références précises, c'est mieux. Et effectivement, là, en tout cas, dans le Code de santé publique... Pardon, j'ai tellement l'habitude de bosser sur le Code de santé publique. C'est le Code civil. Donc ça ne le mentionne pas dans le Code civil, c'est sûr. Mais en pratique, oui, c'est le lieu... où est sorti le placenta. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai précisé, c'est la déclaration, c'est par le père à défaut, etc. Ça, c'est ce qui a été ajouté dans la loi, enfin, écrit comme ça dans la loi, mais on a gardé une phrase qui date sûrement d'avant, à mon avis. Il y a une précision qui dit « Et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile par la personne, donc la déclaration devra être faite, par la personne chez qui elle sera accouchée. » On va faire un live spécial vacances. Pénélope avec Cookie. Bon, et bonjour le chat. Attends, maintenant je parle sérieux quand même. Attends. Et lorsque la mère donc sera accouchée hors de son domicile. Donc là, oui, ça fait référence à ce qui se passait en 1803 au moment de la loi. Puisque c'était vraiment bizarre quand la femme accouchait hors de son domicile. Voilà, à ce moment-là. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi c'est mentionné comme ça dans la loi, puisque je ne sais pas combien de pourcents de femmes accouchent, enfin quasiment toutes, hein, à part, on dit toujours qu'il y a quoi, 1 à 2%, mais enfin, ce n'est pas les vrais chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel par rapport à l'accouchement à domicile. Mais on va dire quasiment toutes les femmes accouchent en structure médicale aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un petit peu bizarre. Alors, ouais, code napoléonien, oui. Bah oui, ça date de là, code civil. Et puis, ça n'a pas été modifié depuis 1803, à part des petits détails en cours de route, et puis, enfin, sur la formulation, je veux dire. Et puis là, depuis novembre 2016, Maintenant, je parle sérieusement, Pénélope. Tu fais coucou, puis voilà. Voilà. Bonjour chat. Bonjour mademoiselle chat.
Oui, et donc depuis novembre 2016, c'est passé de 3 jours à 5 jours. Voilà. Je voulais dire un truc important. Quelqu'un te vole la vedette. Oui, Morgane. J'ai plusieurs vedettes. Là, il y en a 2 qui sont passées. La troisième ne devrait pas tarder, je pense. Alors, je me concentre, c'est très difficile. Je voulais dire par rapport... Alors, oui, le premier jour ne compte pas. Et s'il y a un jour férié qui tombe dans ce délai, on compte au jour suivant d'ouverture du bureau d'état civil. Voilà. Donc ça fait même plus que 5 jours en fait, puisque le jour de naissance ne compte pas. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça c'est les textes juridiques que j'ai lus. Allez, Antoinette, va jouer à côté maintenant. Ok, allez. Voilà, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Hein. Bon, merci. Et oui, donc ça, c'est les textes officiels. La question qui se pose, c'est si des femmes accouchent seules, qui fait la déclaration? Parce que ça, au niveau du texte, l'officier d'état civil est tenu d'enregistrer les déclarations. C'est ce qui devrait être fait. Le problème, c'est que d'un point de vue historique, il y a toujours la trouille qui est des falsifications ou des... Je ne sais pas si c'est par rapport à des vols d'enfants qui avaient lieu au niveau historique aussi, mais dans la pratique, il faut un certificat médical. Donc quand c'est dans le milieu hospitalier et que les... Mince, je trouve pas mes mots ce matin. Les livrets de famille sont passés par le personnel médical et que la sage-femme précise, voilà, il y a eu telle et telle naissance et c'est enregistré par l'officier d'état civil. Et puis les livrets de famille reviennent aux familles, enfin, c'est carrément une livraison, quoi, un service dans la chambre. Du coup, comme c'est en milieu hospitalier, il y a quelque part la preuve que la naissance a bien eu lieu, que l'enfant est bien de telle mère, etc. Mais dans le cas d'un accouchement non assisté, par exemple, ce qu'on a vu il y a quelques années dans le milieu associatif, c'est que des parents qui avaient accouché tout seuls chez eux se sont vus refuser l'enregistrement de déclaration de naissance parce qu'il n'y avait aucun professionnel sur place qui pouvait attester de la naissance et de dire que l'enfant était bien de cette dame. Alors, d'un point de vue strictement juridique, normalement, l'enregistrement doit être fait par l'officier d'état civil. Il n'y a pas, enfin, comment dire, il n'y a pas nécessité qu'il ait une preuve médicale de la chose. Justement, au début où tout était posé au niveau historique, il y a eu la question de se dire est-ce qu'il faut que l'enfant soit vu par l'officier d'état civil? Finalement, il a été décidé que non, que l'officier d'état civil devait juste enregistrer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enregistrement ne se fait pas facilement dans le cas d'un accouchement non assisté médicalement. Donc, ça pose problème parfois, et même des gros problèmes. Donc, les parents qui veulent accoucher sans assistance médicale, souvent réfléchissent à avoir un professionnel de santé, je dirais, dans leur relation, et demande aux professionnels de venir juste après l'accouchement et de leur faire cette attestation qui va leur permettre de faire la déclaration de naissance. Voilà, donc bon, c'est vraiment des cas particuliers, mais je tiens à les aborder parce que je ne sais pas, j'ai pas de retour là récemment si ça existe encore ces problèmes-là. Et je pense que suite aux problèmes qu'on a vus il y a quelques années, les parents trouvent à avoir un professionnel de santé qui leur donne cette attestation justement pour éviter les problèmes au moment de la déclaration. Voilà. Donc du coup, en préparant ce live, je me suis fait une petite lecture historique. Et c'était assez intéressant puisque j'ai trouvé des dates. Donc avant, les registres d'état civil, il n'y en avait pas, évidemment. C'était les paroisses, les curés qui tenaient les registres des naissances. Et du coup, il n'y avait qu'eux qui savaient combien il y avait de personnes dans les communes. Donc c'est en 1667 qu'une ordonnance transforme les registres paroissiaux en registres d'état civil. Ça fait déjà quand même en niveau historique pas si longtemps que ça.
Ensuite, en 1787, il y a un édit qui autorise les non-catholiques à se faire répertorier sur ces registres d'état civil, puisque ceux qui étaient protestants ou les juifs n'avaient pas le droit. Et du coup, ça posait problème par rapport à leur exercice professionnel aussi. Enfin bref, c'était compliqué. Donc en 1787, les non-catholiques peuvent figurer sur ces registres-là. Et en 1792, la question se pose de qui va remplacer les curés pour tenir les registres. Et il a donc été décidé que ce soit les élus municipaux. Alors il y a eu tout un pan de l'histoire où il y a eu des soucis parce que l'orthographe n'était pas bonne, parce que les doubles n'étaient pas faits dans les temps, puisqu'il y avait des doubles qui devaient être envoyés après c'était quoi Enfin bref, des doubles qui devaient être tenus après au niveau national. J'ai du bazar autour, je ne sais pas si ça dérange par rapport au son. J'ai les trois Ouistiti à côté là. Donc voilà, il y avait tout un problème donc, par rapport à l'écrit, par rapport aux doubles qui n'étaient pas faits, parfois des falsifications qui avaient lieu, puisque les signatures étaient faites à la suite par des personnes qui venaient attester des naissances. Enfin voilà. Du coup, il a fallu longtemps dans l'histoire pour que les registres soient vraiment tenus et qu'on puisse savoir le nombre de personnes qu'il y avait dans le pays. Et puis après, il y a eu l'idée de nation, d'appartenir à la société civile. Enfin voilà, c'était toute une époque. Et du coup, voilà, ça continue aujourd'hui, mais dans une idée moindre par rapport à l'idée de patrie, etc., évidemment. Mais donc, la déclaration de naissance est obligatoire. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 5 jours pour faire ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez eu des expériences particulières par rapport à ça? Est-ce qu'on a enregistré tous les prénoms que vous avez demandé à être enregistrés? Parce que là aussi, il y a toutes sortes d'histoires rigolotes à ce sujet. Donc la loi définit ce qui doit être posé sur la déclaration de naissance. J'ai pas tout noté là, mais enfin bon, le nom, prénom, lieu de naissance, les parents, profession, etc. Voilà, donc tout est codifié, tout est encadré. Après, on peut parler plus loin. Enfin, là, j'ai titré le live par rapport à la déclaration de naissance. Oui, Céline, déclaration de naissance, 2 points. Après, est-ce que tu as... Oui, c'est parti trop vite, effectivement. Donc j'attends que tu finisses le message si tu as une question. Enfin, moi, je trouve ça très sympa quand il y a un accouchement à domicile. Du coup, c'est familial hein, d'aller se rendre au bureau d'état civil et puis de parler de la naissance du bébé, de faire enregistrer ça dans une ambiance un peu festive, je dirais. Ça n'a pas le même impact que quand on est en milieu hospitalier où tout se fait de manière automatique. Alors Céline me dit, donc il y a la sage-femme qui peut le faire en cas d'accouchement en structure. Pardon. J'ai mal avalé. Alors, accouchement en structure. Les mairies prennent... Pardon. Les mairies prennent le relais. C'est aisé pour eux. Je comprends bien ta question, Céline, parce que en cas d'accouchement à domicile, c'est la sage-femme qui fait l'attestation de naissance. Et c'est aux parents d'aller se déplacer au bureau d'état civil, faire la déclaration de naissance. Donc, du fait de la présence de la sage-femme et qu'elle a fait cette attestation médicale, puisque dans la pratique, c'est avec l'attestation médicale que l'officier d'état civil prend la déclaration et de manière effective. Du coup, voilà, s'il y a eu accouchement à domicile avec une sage-femme, c'est elle qui fait cette petite attestation et le père ou les parents, puisqu'on peut y aller à 2, fait cette déclaration. Et lorsque c'est le père
n'y a pas de sage-femme. Quel retour d'expérience pour déclarer cette naissance? Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Céline, justement. Parce qu'en pratique, cette déclaration, cette attestation médicale ne doit pas être demandée, mais en pratique, elle l'est. Et donc, ça pose problème, effectivement, quand le couple est tout seul pour une naissance. Donc, normalement, le père doit... Enfin, il le fait, hein, puisqu'il y a eu des témoignages en ce sens. Le père va en mairie déclarer. Alors, il y a eu des cas où la déclaration s'est faite de manière facile, parce que c'était des petits villages, parce qu'on a vu la maman enceinte, parce qu'on sait que la naissance va avoir lieu. Et du coup, personne n'est étonné que le père arrive un jour en disant « Voilà, je viens déclarer la naissance de mon enfant ». Mais dans des lieux, je dirais plus... Enfin, comme des grandes villes où où on ne se connaît pas, voilà. Si un père vient déclarer la naissance sans attestation médicale, il se peut que ça ne soit pas enregistré. Et là, il faut un recours juridique, ou alors se débrouiller à trouver un médecin qui atteste de la naissance. Mais enfin, dans des cas comme ça il y a des parents qui ont demandé à un médecin de se déplacer. Le médecin a dit « non, je ne me déplace pas, je n'étais pas là à la naissance, je ne peux pas attester que cet enfant est le vôtre ». Et du coup, c'est plus de l'ordre de la déclaration, on vient chercher une preuve qui normalement ne doit pas entrer en ligne de compte. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau juridique. Mais après, voilà, il y a le juridique pur du Code civil et puis il y a la pratique. Et aujourd'hui, dans la pratique, l'attestation médicale, ou parce que c'est dans les structures qu'on vient chercher les attestations et forcément, voilà, ça rentre dans une pratique. Du coup, il y a plein d'officiers d'état civil qui, alors, on peut considérer qu'ils font du zèle ou cherchent à bien faire leur travail. Mais enfin bon, dans tous les cas, voilà, cette attestation est demandée. Et oui, effectivement, moi je me pose la question s'il y a des retours par rapport à ça aujourd'hui. Parce que quand je bossais au sein de l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté, on était beaucoup dans le militantisme et puis il y avait toute une effervescence autour de ça et on avait des retours d'expérience de parents. Et là aujourd'hui, j'y suis moins, donc je suis moins confrontée à ça. Et je ne sais pas comment font les parents qui prévoient de faire un accouchement non assisté. Il y en a beaucoup qui se déplacent après en structure ou qui font venir une sage-femme après. Et du coup, la question de l'attestation ne se pose pas puisqu'ils arrivent à l'avoir. Voilà. Donc Céline, tu dis, mon exemple, j'habite dans une petite ville qui n'a pas de maternité et prépare un AAD. J'imagine que quand j'ai pas la suite parce que je suis sur le téléphone. Je vais regarder sur l'ordi. En tout cas, Céline, si tu es dans un lieu, une petite ville où les gens se connaissent, ou par exemple, tu peux aller aussi faire une démarche à la mairie en disant voilà, tu biaises un petit peu, par exemple, tu viens les voir à l'état civil, au bureau d'état civil, et tu leur dis voilà, comment ça se passe pour la déclaration de naissance, parce que je sais pas. Alors, je sais pas si c'est ton premier ou pas. Enfin, tu peux raconter un truc du genre. Pour mon premier, j'ai accouché très très vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me déplacer. Comment ça se passe pour la déclaration si je n'ai pas le temps de partir de chez moi? Enfin, un truc dans le genre, voilà. Et là, tu peux jauger déjà de l'ambiance et savoir ce qu'ils vont te dire. Voilà. Est-ce qu'ils vont vraiment demander certificat? Alors je dirais, moi je conseille pas d'être dans un militantisme pur en se disant oui, de toute façon, le code civil est comme ça, j'ai le droit, on va accoucher tout seul et puis monsieur ira faire la déclaration et puis si on a un problème, c'est à eux de se débrouiller. Après, ça crée une ambiance un petit peu stressante quand même. Hein. Mieux vaut peut-être avoir un contact d'un professionnel de santé, pas forcément une sage-femme, mais ça peut être un médecin de famille ou autre, et de dire... voilà, si jamais ça va trop vite, est-ce que tu peux te déplacer pour faire un certificat d'attestation ou voir si tout va bien pour la santé du bébé, de la maman, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu à prévoir en cas, voilà. Mais vraiment être dans le militantisme pur, à se dire, voilà, j'y ai droit, ça fait... Enfin, on a vu
des cas un petit peu ouf, hein, des fois, où il fallait appeler un avocat, ou le procureur même avait été appelé une fois, procureur de la République, et il avait dit non, de ne pas prendre la déclaration de naissance. Donc, ce qui fait que le monsieur a dû chercher un professionnel de santé pour avoir son attestation et finalement faire la déclaration de naissance. Enfin, c'était épique, quoi. Donc, quand on est dans une ambiance où on vient d'avoir son bébé, que voilà, on touche plus terre, et c'est le bonheur absolu, tout ça, si on peut s'éviter tous ces tracas administratifs, quand même, c'est mieux. Pour info, dit Jean-Claude, en Belgique, c'est plus ou moins la même chose, mais l'officier d'état civil peut envoyer au domicile SIAD un médecin, oui, pour constater. Effectivement. Effectivement, après, il faut trouver celui qui veut se déplacer. On a vu dans des témoignages que parfois, voilà, c'était pas si évident que ça. Alors, ouais. Ah, je sais pas si c'est au niveau historique, il y a toujours la flip, comme si c'était... Enfin, ça nous venait de l'histoire, où justement il y avait des trafics d'enfants, où on disait que l'enfant était de telle famille, et en fait non. Enfin, du coup, les adoptions étaient aussi plus faciles, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, Céline, non, t'inquiète pas, pas de militantisme pur revendiqué chez nous. Oui, mais bon, enfin, tu sais, j'en parle parce que j'en ai vu, voilà, quand j'étais dans le milieu associatif, et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'évoque, mais je comprends bien. Alors, mon homme est méga consensuel et avec un nouveau bébé, on a besoin de tranquillité. Mais oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, voilà, on peut être informé, on peut se trouver dans un cas de figure particulier, parce qu'effectivement, même des parents qui n'ont pas décidé de faire un accouchement non assisté peuvent se retrouver dans ce cas-là. Et pourquoi, finalement, quand tout va bien, faire venir le SAMU, aller en milieu hospitalier, ça les inquiète plus qu'autre chose d'ailleurs. Il y a des parents récemment qui ont vécu une naissance à domicile qui n'était pas prévue, voilà, dont j'ai entendu parler. C'était pas prévu du tout. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils étaient tout à fait tranquilles et voilà, dans leur bulle. Ils sont partis avec leur bébé, le placenta, tout à la maternité. Et ça a flippé tout le monde. Donc du coup, ils ont été mal accueillis, beaucoup de stress. On leur a proposé le maximum d'intervention pour le bébé. Alors forcément, ils se sont mis en position d'en refuser pas mal, ce qui a encore plus stressé l'équipe médicale. Parce que pour eux, voilà, ils n'étaient pas sur place, ils n'avaient rien vu, ils ne savent pas comment s'est passée la naissance, ils savent pas, ils s'inquiètent par rapport au bébé, donc ils mettent le parachute maximum pour se prémunir en cas de problème, et donc ils proposent le maximum de tests, le maximum d'interventions sur le bébé, vitamines, vaccination, tout le tout team, quoi. Donc du coup, les parents repartent en étant plus ou moins mal accueillis. Enfin, voilà. Donc quand ça s'est passé à domicile et que tout va bien, pourquoi ne pas faire venir ou son médecin, ou se déplacer chez son médecin d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Voilà, pour faire une visite ou un contrôle si les parents ont besoin d'être rassurés. Mais finalement, il n'y a aucune urgence si tout est OK, quoi. Vraiment aucune urgence. Aucune urgence, pourquoi ? Parce que, voilà, du coup, je rebondis sur d'autres points que je m'étais notés. Parce que le test de Guthrie est fait au 3e jour de vie du bébé. Donc, soit un prélèvement de sang au talon, soit sur le dos de la main. J'ai appris ça récemment. Je ne savais pas que ça se faisait comme ça. Et finalement, c'est moins agressif pour le bébé. Donc, 2 choses. Ce test n'est pas obligatoire en soi d'un point de vue juridique pur. Maintenant, à chaque parent de décider de le faire ou pas. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas l'information précise de ce qui peut arriver si on ne le fait pas. C'est tellement rentré dans les habitudes de le faire que tout le monde le fait. Or, si on avait l'info de comment on prend en charge si on ne le fait pas, si on voit par exemple un problème quelconque par rapport aux maladies dépistées, ça permettrait de prendre la décision en conscience de on le fait ou on ne le fait pas. Et j'ai cherché des infos. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est, je ne sais plus pour quelle maladie détectée, s'il y a un problème, on donne un lait spécial au bébé. Et ça me fait un petit peu rire, pardon.
Je me retiens parce qu'un bébé qui est complètement allaité est dans une situation d'avoir une alimentation optimale. À savoir qu'on peut allaiter son bébé jusqu'à plusieurs mois, 100%. Donc 6 mois minimum recommandé par l'OMS, par je ne sais plus quelle instance sanitaire, parce que maintenant c'est aussi validé en France. Donc 6 mois minimum, 100% allaité. Du coup, le bébé est en situation optimale par rapport à son alimentation. Je ne vois pas pourquoi on chercherait midi à 14h à ce moment-là. Et on a le temps de voir s'il y a un problème qui peut être détecté. Voilà, par la suite. Enfin, on s'en rend compte, quoi. À savoir que les 6 mois, 100% d'allaitement, ça peut aussi être au-delà. Hein. J'ai un de mes enfants qui n'a rien mangé d'autre avant 9-10 mois. Voilà, il va très bien, il est plus grand que moi, donc il a bien poussé. Et le lait de vache n'a pas pris la suite de l'arrêt de l'allaitement, enfin, l'arrêt progressif dans un premier temps, et puis arrêt total dans un deuxième temps. Voilà. Donc, voilà. Il y a un super article par rapport à la tétée pendant le test de Guthrie. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. C'est un article de Claude Didier-Jean Jouveau où elle met en avant l'importance de faire le test pendant que le bébé tète. Pourquoi ? Parce que c'est quoi ? Des hormones. Je suis toujours paumée par rapport à ça, donc je ne vais pas dire de bêtises, je ne dis pas. Mais ça va permettre au bébé de ne pas ressentir la douleur. Voilà. Donc si vous devez faire le test de Guthrie et qu'on ne vous propose pas de le faire pendant la tétée, ne demandez pas si les professionnels sont d'accord ou pas, faites-le. Voilà. Vous décidez pour votre enfant, c'est vous les parents. Donc si vous faites ce test de Guthrie au 3e jour, vous dites au professionnel, avant qu'il commence à faire le test, le prélèvement sanguin, que vous souhaitez commencer par mettre votre bébé au sein. Voilà. Même s'il est un peu endormi, même si, voilà. Vous proposez, en général, le bébé qui se réveille est bien content. Et du coup, le test se passe beaucoup mieux. On n'a pas un bébé en train de hurler. Enfin, moi, j'ai même vu un de mes enfants ne pas moufter du tout. Donc, c'était assez étonnant. Elle était au sein et le test, moi, j'ai un peu flippé. Et du coup, rien. Même pas un sursaut, rien. Donc, vive la tétée, hein. Voilà. Et je rebondis sur un autre point que je voulais aborder aussi par rapport à l'après-naissance. Aucune visite n'est obligatoire. Voilà, je le vois encore sur des forums aujourd'hui et ça date de je ne sais plus quelle année. Bon, on s'en fiche. Je mettrai un petit mot tout à l'heure par rapport à ça dans les commentaires. Mais il n'y a aucune visite pour le bébé qui est obligatoire. Alors ça date de avant, quand on remplissait des certificats médicaux aux 9 jours, non c'était 8 jours, 9 mois et 2 ans. Et ces 3 examens médicaux étaient obligatoires dans le sens où il y avait un formulaire en copie que l'on devait renvoyer à la CAF et qui permettait d'avoir ces allocs. Sinon, soi-disant, elles étaient ou dégrévées ou supprimées. Dans les faits, ça n'est jamais arrivé dans le passé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Et quand ça a été modifié, c'est-à-dire qu'on dit toujours, et dans les faits, les parents pensent que c'est vraiment obligatoire. Or, les formulaires ont été changés. Et du coup, la CAF n'a plus l'information de ces examens-là. Donc, ce n'est plus dépendant de ces visites. Voilà. Donc, si vous ne les faites pas, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'effet boomerang, il n'y a pas de CAF qui ne tombe plus ou d'alloc qui ne tombe plus. Voilà, c'est pas possible. Parce que si vous faites les tests aujourd'hui, les examens médicaux, la seule fiche que vous devrez remplir sert à des fins statistiques. Voilà. Donc il y a 1 ou 2 formulaires. Le deuxième qui est en copie est à renvoyer pour des fins statistiques uniquement. Donc si vous avez envie de participer aux statistiques, faites-les, les examens. Voilà. Ça permettra de savoir combien il y a d'allaitements dans les premières semaines. Mais
Mais voilà, donc moi je le lis encore aujourd'hui dans les forums, il y a des parents qui se questionnent, mais quelles visites sont obligatoires? Est-ce que je dois les faire? Qu'est-ce que je risque si je ne les fais pas? Si votre bébé va bien, si vous voyez que les petits bodys ne se ferment plus au bouton pression, ça veut dire que le bébé pousse bien. Si vous voyez des petites cuisses bien dodues et que le bébé a envie d'être, enfin, que les mamies ont envie de manger le bébé, ça veut dire que voilà, tout va bien, il grandit bien, il grossit bien. Pourquoi aller tous les mois faire une visite et se faire entendre dire et vous allaitez encore et gna gna gna, enfin voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous allaitez autant de fois que vous voulez, vous allaitez aussi longtemps que vous voulez, vous n'avez pas de compte à rendre avec des visites médicales, ou alors trouvez un professionnel qui soit dans ce bain-là, qui soit cohérent avec vos idées et qui vous soutienne dans votre démarche parentale. Voilà, surtout. Mais vous enquiquinez pas. Prenez du plaisir à être parent. Vous enquiquinez pas avec des visites qui ne sont pas obligatoires. Vous enquiquinez pas avec des professionnels qui vont vous demander quand est-ce que vous donnez le biberon, quand est-ce que vous arrêtez l'allaitement, quand est-ce que vous commencez à donner des solides, et bla, et bla, et bla. Surtout, prenez plaisir à être parent. Vraiment, c'est un message que j'ai vraiment envie de faire passer. Quand on a des enfants, c'est pas pour s'enquiquiner la vie, c'est vraiment pour avoir le plaisir de la grossesse, et puis aussi de le vivre avec quand on est en couple ou pas, ou de le vivre voilà, comme on veut à son idée, mais en tout cas de prendre plaisir à la grossesse, prendre plaisir à l'accouchement et prendre plaisir à materner, paterner son bébé. Voilà, vous prenez pas le chou avec ce qui devrait être ou ce qu'il faut bien faire. Voilà. Alors, je lis, commentaire. Guthrie, ne pas piquer quand bébé au sein, mais laisser le sein à portée de bouche. Piquer une veine de la main. Échec très fréquent. J'arrive pas à voir la suite de ton commentaire, Jean-Claude, désolé. Oui, eh ben c'est pas évident, effectivement, mais c'est possible. Et c'est possible d'essayer. Parce que du coup, enfin moi j'ai vu des bébés qui ne bougeaient pas, qui n'étaient pas stressés, même pendant l'essai de trouver la petite veine sur la main. Voilà. Mais oui, je comprends ce que tu dis. C'est difficile parce que la main est toute petite, enfin tout est petit, quoi. Hein. Et c'est pas évident. Mais quand c'est possible, sincèrement, c'est beaucoup moins douloureux que le talon. Donc, si le professionnel se sent de le faire, pourquoi pas. Alors oui, effectivement, quand tu dis laisser le sein à portée de bouche, je vois pas l'intérêt d'obliger bébé à être au sein s'il n'en a pas envie ou s'il est un peu endormi. Voilà. Enfin, en général, si les parents se sont déplacés en voiture pour aller voir une sage-femme ou voir un médecin, du coup, le bébé a été manipulé, peut-être qu'il va dormir d'un sommeil moins profond. Et du coup, peut-être se réveiller quand on arrive au cabinet médical. Pourquoi pas le mettre au sein à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas, enfin oui, ne prenez pas le bébé de force. Ne le mettez pas au sein de force. On est d'accord. Voilà. Donc oui, le mettre à portée de bouche, effectivement. Oui. Effectivement, je suis d'accord. Mais bon, après un bébé qui est réveillé, si on lui propose le sein, en général, il dit pas non. Donc voilà. Ça peut être fait en douceur, avec respect aussi. Et du coup, quand le bébé est au sein, voilà, c'est plus simple de faire ce test-là. C'est complètement différent. Enfin, moi, j'ai vu deux ambiances différentes quand il y a un bébé qui est tranquille, qui est en train de téter, qui est vraiment relax ou qui est vraiment... où on prend le temps pour lui par rapport au milieu hospitalier où on prend le bébé du siège auto, on le met sur la table, on le déshabille, on le fait le test, et c'est des hurlements, enfin, c'est déchirant, quoi. Voilà. Donc si j'en parle, c'est parce qu'il y a plein de professionnels qui ne le proposent pas de mettre bébé au sein. Et moi, je dis aux parents, si vous avez l'info et si vous voulez que ça se passe de manière optimale, dans une ambiance relaxe et respectueuse pour le bébé, pensez à cette idée de le mettre au sein ou de lui proposer ou de le mettre tout contre le sein, qu'il puisse l'avoir s'il a besoin de s'y réconforter. Voilà.
Donc faites passer l'info et moi je vais vous mettre dans les commentaires le lien de l'article de Claudie Liégeant qui parle justement de cet été pendant le test de Guthrie. Voilà. Voilà. 10h15, je rêve, j'ai parlé 3/4 d'heure. Je suis incorrigible. À chaque fois au début du live, je suis stressée. Alors mes filles se marrent parce que on a un petit gimmick comme ça et elles me disent « Maman, tu es stressée ?» Et on s'amuse avec ça. Et voilà, je regarde l'heure, 3/4 d'heure. Piou, 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 piou. Bon. Faudrait que j'arrête de me stresser finalement, tout se passe très bien. Mais j'en suis pas là encore. Hein. Pas là encore. Merci pour vos petits pouces bleus. Je vais y arriver. Je me détends, je fais de mieux en mieux, mais non, toujours stressée. Hein. J'y suis le dimanche et je pense au lendemain. Merci Sophie, merci Céline, merci tout le monde, merci d'avoir été là, merci de votre présence, merci pour l'e-book encore. Enfin, je suis vraiment super contente du succès qu'il a déjà, quoi. Voilà, et je l'ai vraiment écrit dans l'idée d'apporter des ressources positives, de ne pas être dans un militantisme, mais du coup d'être à la fois dans un respect, à la fois d'apporter des idées pour faire autrement et d'être en respect avec soi-même aussi, voilà, quand on a envie de faire à son idée. Donc voilà, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas parce que je reste à vérifier les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Voilà, tant que je peux le faire et que je prends du temps pour ça, je le fais avec plaisir. Le jour où il y aura des milliers de commentaires, peut-être je le ferai plus. Mais voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, moi je vous répondrai aussi. Voilà, donc sur le sujet de la déclaration de naissance, je pense avoir tout dit. Donc je vais vous laisser là, je vais vous dire au prochain live ou peut-être à une vidéo avant, je ne sais pas. J'en ai une ou deux en prépa, mais je ne sais pas quand je vais les monter. Je vais profiter d'une semaine de vacances avec mes filles et je vous dis lundi prochain pour un prochain live et d'ici là, on reste connectés. Voilà, gros bisous à tout le monde et à très très bientôt. Bye.